je rentrais directement dans le vif du sujet du coup pour un peu du coup rattraper le petit retard qu'on a. Et du coup moi je vais faire la prise de parole côté ministère de la Culture où je travaille donc sur un poste de chargé de mission sur les questions de public jeune, d'éducation artistique et culturelle et de cohésion sociale en bibliothèque publique. Donc dans ce cadre, je vais présenter les résultats d'une enquête qui a été réalisée sur l'éducation artistique et culturelle en bibliothèque territoriale. En commençant par un petit rappel très très rapide sur les questions d'éducation artistique et culturelle, en soulignant tout d'abord qu'on est sur une politique qui est ancienne, mais qui a été revitalisée et sur lequel un accent a été remis à partir de 2013 via toute une série de textes, dont un en particulier sur lequel je m'appuyais, qui est la circulaire interministérielle donc de 2013 sur l'éducation artistique et culturelle et qui comporte plusieurs éléments. Tout d'abord, qui comporte des rappels sur les questions sur les trois piliers d'éducation artistique et culturelle, les trois composantes principales d'un projet d'EAC. Je parlais d'EAC pour aller plus vite dans la suite de l'exposé. Qui sont la dimension d'apport cognitif, le fait qu'une action d'EAC doit comporter un apport de connaissances, qu'une action d'EAC doit permettre une rencontre avec un artiste ou avec une œuvre, puisque dans le cadre de patrimoine, justement, je pense qu'on va moins parler de rencontres avec des artistes. Et enfin, une dimension de pratique amateur. Alors, pas pratique amateur dans le sens où on va faire en sorte que l'EAC suscite chez l'enfant ou le jeune une pratique régulière de musique ou de lecture ou autre, mais plus dans le sens d'une expérimentation du geste de l'artiste. Via des ateliers d'écriture, via des ateliers en collaboration avec les artistes, etc. Autre caractéristique de l'EAC, donc d'après cette circulaire interministérielle, c'est la nécessité d'investir tous les temps de l'enfant et du jeune et tous les âges. Donc tous les temps, le temps scolaire, le temps périscolaire et le temps hors scolaire. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir par la suite de mon exposé parce que c'est quelque chose qu'on a interrogé. Et tous les âges, là c'est quelque chose sur lequel j'insiste aussi, la nécessité de toucher l'enfant et le jeune de la petite enfance, les 0-3 ans, jusqu'au jeune adulte, avec notamment ce qui peut se faire à l'université, dans les services culturels des universités. Sur la question de la petite enfance en particulier, on y prête une attention toute particulière puisqu'au ministère de la Culture, on coordonne l'opération Première Page, qui est une opération de labellisation de territoire qui met en place des actions sur le livre et la petite enfance. Pour idée, en Normandie a été labellisée l'an dernier la collectivité d'agglomération de Caen-la-Mer, avec notamment la bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair, et on a plusieurs autres territoires qui sont intéressés à l'idée de s'insérer dans ce dispositif. Enfin, cette circulaire interministérielle, elle définit la notion de parcours d'éducation artistique et culturelle. Donc cette idée que l'éducation artistique et culturelle doit s'appréhender sous la forme d'un parcours, pas d'une série d'actions ponctuelles déconnectées les unes des autres, mais vraiment un parcours qui permettrait à l'enfant et aux jeunes tout au long en fait, de ces 20 premières années, d'appréhender les différentes formes artistiques, d'appréhender les différents lieux culturels qui peuvent exister sur un territoire, etc. Donc là, la mise en place de cette notion de parcours, c'est souvent ce qui s'avère le plus délicat dans la mise en place de politiques d'EAC. On y reviendra si on a le temps, notamment sur des exemples d'établissements ou de collectivités qui ont réfléchi à comment est-ce qu'on peut articuler les actions des différents établissements scolaires, les actions des différents établissements culturels pour vraiment créer ce parcours. Quelques recommandations en fin de cette circulaire interministérielle. L'importance des partenariats dans la mise en place des politiques d'EAC, des partenariats entre établissements culturels, établissements scolaires et autres types d'établissements. Et enfin, la prise en compte et le développement de ressources numériques dans ce cadre. Donc comme j'évoquais, on est sur un réel renouveau des politiques d'EAC avec cette circulaire interministérielle, avec la loi de refondation de l'école, la loi de réforme des rythmes scolaires, des rythmes éducatifs, la mise en place d'un projet de référentiel pour le parcours EAC. Plus récemment, pour citer l'un des derniers documents qui a été produit, c'est la charte du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle qui est sortie au printemps dernier, donc au printemps 2016, qui fait un rappel des principales composantes de l'EAC et qui définit l'EAC comme une éducation à l'art et également une éducation par l'art. Alors j'en viens donc directement à notre objet, tout d'abord avec un petit rappel sur les bibliothèques territoriales donc, qui vont nous intéresser ici.
On s'est appuyé, avant de mettre en place l'enquête sur l'EAC dans les bibliothèques territoriales, sur les données de l'Observatoire de la lecture publique, qui tous les ans donc réalise une synthèse sur l'état de la lecture publique en France, qui recensait en 2011, donc au moment où on a commencé à construire l'enquête, 16 000 lieux de lecture en France, donc, qui se déclinent en 7 000 bibliothèques et 9 000 points d'accès aux livres. On y rajoute 96 BDP, puisqu'il y a une partie de l'enquête qui a été dédiée spécifiquement à la question des bibliothèques départementales. Autre point qui ressortait donc du travail de l'Observatoire, c'est la très très forte présence des jeunes publics en bibliothèque, puisqu'ils représentent donc, alors là c'est les données de 2013, près de 40% des emprunteurs pour les moins de 15 ans, alors qu'ils représentent moins de 20% de la population. Donc on est sur une surreprésentation des jeunes publics dans les bibliothèques. Enfin, le fait qu'il y ait des partenariats qui sont extrêmement réguliers entre bibliothèques et écoles. C'est ce qui est indiqué ici, près de 90% des bibliothèques travaillent avec des écoles, ça s'effondre au collège et ça s'effondre encore plus au lycée. Donc l'objectif de cette enquête, c'était aussi interroger pourquoi on a cet effondrement au collège et surtout essayer d'affiner les résultats, les éléments qu'on a à ce sujet. Donc pour ça a été réalisée donc, cette enquête en 2013-2014. J'insiste sur le calendrier puisque l'enquête a été mise en place a été réalisée au moment où la réforme des rythmes scolaires se mettait seulement en place, où il n'y avait encore que quelques territoires qui étaient concernés, ce qui fait qu'on n'a pas de données sur la participation, on n'a pas de données par le biais de cette enquête sur la participation des bibliothèques au temps d'activité périscolaire. On en a par contre via les chiffres plus récents qu'a obtenu l'Observatoire de la lecture publique, donc qui sont moins fins, moins précis dans la mesure où c'était une question générale aux bibliothèques sur est-ce qu'elles participent ou non au temps d'activité périscolaire, mais qui vont me permettre quand même de donner quelques éléments sur ce qu'il en est de l'investissement des bibliothèques sur les rythmes scolaires. Donc enquête réalisée en deux parties, une première phase quantitative qui concernait 400 BM et 40 BDP, et une deuxième phase qualitative, donc cette fois-ci avec des entretiens qui ont été menés dans une douzaine d'établissements, BM et BDP, donc par la société Aristats. L'enquête, elle a été restituée en janvier 2015, elle est disponible sur le site du service du livre et de la lecture, donc en ligne, avec en annexe deux éléments sur lesquels je reviendrai peut-être aussi si j'ai le temps, qui sont un guide des bonnes pratiques en matière d'éducation artistique et culturelle et plusieurs fiches exemples d'initiatives qui nous ont paru intéressantes, pas remarquables dans le sens où il s'agit de très grandes initiatives, mais remarquables dans le sens où elles peuvent fournir des matrices d'exemples qui peuvent être réutilisées par d'autres territoires, par d'autres établissements, etc. Alors, une nouvelle version est prévue et comme vous le voyez, je n'ai pas mis mon diaporama à jour parce qu'elle n'est pas sortie à l'automne 2016. Ce sera plus début 2017 où, alors on n'a pas de nouvelles données du point de vue de l'enquête puisqu'il n'y a pas d'autres enquêtes qui ont été réalisées, mais on a une mise à jour de quelques données sur les rythmes scolaires comme je le disais et surtout une refonte complète du guide des bonnes pratiques. Donc cette fois-ci, je vous inciterai plutôt à consulter celui qui va sortir a priori au début de cette année pour voir ce qu'il en est de ce côté-là. Je vais diviser ma présentation en trois parties. Une première partie donc générale sur les principaux enseignements de cette enquête. Une deuxième partie sur ce qui était l'objet principal de cette enquête, c'est-à-dire comment est-ce que les bibliothèques territoriales construisent leurs projets d'éducation artistique et culturelle, dans quel cadre de conventionnement, avec quels partenaires, quelle formalisation est mise en place. Et enfin, dans un troisième temps, je reviendrai plus particulièrement sur les problématiques de patrimoine et d'éducation artistique et culturelle, en lien donc avec le thème de la journée. Le premier élément qui a frappé au moment de la réalisation de l'enquête, c'est le premier point que j'évoque ici, c'est la très faible connaissance de la notion d'EAC, qui reste, il faut le dire, un jargon qui est peu utilisé dans le domaine des bibliothèques, qui est beaucoup plus fréquent dans le domaine des musées ou dans d'autres institutions culturelles, ce qui fait qu'on s'est souvent retrouvé face à la situation où beaucoup de bibliothécaires nous ont dit « nous, on ne met pas en place d'actions d'EAC, par contre, on met en place des actions à destination des jeunes publics qui, dans la pratique, s'avéraient être également des actions d'EAC. Donc ça a été une difficulté au moment de la mise en place de l'enquête, qui s'est affinée par la suite en travaillant sur le questionnaire. Le premier élément surtout qui est ressorti, c'était le fait que les jeunes publics étaient très diversement touchés. Donc là, je vous ai mis, je ne sais pas si la légende est très visible, donc en bleu, c'est les chiffres des bibliothèques municipales, en orange, les chiffres des bibliothèques départementales. On voit que les bibliothèques municipales travaillent très très largement à destination des publics de 4-11 ans, donc presque 90% des bibliothèques, qu'on a donc cet effondrement que j'ai évoqué tout à l'heure au moment du collège et encore plus au moment du lycée.
Les bibliothèques départementales, de leur côté, sont sans surprise beaucoup plus présentes du côté des collèges, puisqu'on est à l'échelle du département. Donc on en a presque trois quarts qui travaillent à destination des publics collégiens. Mais également au niveau du lycée, on a cet effondrement, puisque autour de 10% des BM et des BDP travaillent en direction des publics lycéens. Donc le premier élément qui ressort, c'est ce délaissement qui reste persistant des publics adolescents, en particulier des grands adolescents. Deuxième élément qui ressort, c'est le travail sur les 0-3 ans qui est en très forte progression, autant dans les BM que dans les BDP. Donc côté BDP, il y a beaucoup d'initiatives anciennes qui ont été déployées à destination des 0-3 ans, y compris, il me semble d'ailleurs, en Seine-Maritime, de longue date. Et l'opération Première Page que j'évoquais tout à l'heure a pu servir d'impulsion dans certaines régions, dans certains départements, pour lancer des nouvelles actions à destination des 0-3 ans. Deuxième point donc, sur lequel on s'est interrogé, toujours par rapport aux questions de public, comment est-ce que, donc j'évoquais le fait que le AC doit toucher tous les âges du jeune, j'évoquais aussi le fait qu'on cherche à toucher tous les temps de l'enfant et du jeune, temps scolaire, hors scolaire, périscolaire, comment est-ce que ces différents temps sont touchés? Donc sur le temps scolaire, ce qui ressortait, alors j'ai donné les chiffres pour les 4-6 ans et les 7-11 ans, parce que c'est clairement là où il y a le plus de bibliothèques qui travaillent en direction de ces publics, donc c'est là où les données sont les plus fines, où on a le plus haut taux de réponse par conséquent. On a donc un très fort investissement du temps scolaire avec des actions qui sont mises en place en collaboration avec les écoles, des venues de classe à la bibliothèque ou des interventions bibliothécaires dans la classe. Donc presque 2/3 des bibliothèques sont sur ce format-là. Quand on est sur le hors scolaire, on passe à 1/3, 1/4 des bibliothèques. Donc on a une présence qui est beaucoup moins élevée sur le temps hors scolaire. La question du périscolaire, comme je disais, je l'ai mise un peu à part, puisque l'enquête a fait ressortir que presque aucune bibliothèque ne s'investissait sur ces temps-là, mais donc avant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. En 2014, donc un an après la mise en place de la réforme, ce qui est ressorti, c'est qu'une bibliothèque sur 3 a participé à des nouvelles activités périscolaires. On commence à avoir des retours sur les données 2015 où on s'approcherait davantage d'une bibliothèque sur 2 qui du coup serait intégrée dans les activités mises en place sur le temps de la réforme des rythmes scolaires. Ce qui ressort aussi, c'est que 12% donc des établissements participent à plus de 50 activités par an. Alors c'est un chiffre qui témoigne du fait qu'il y a une partie des établissements qui est extrêmement sollicitée dans ce cadre-là, mais qui est quand même à prendre avec prudence dans la mesure où l'organisation des rythmes scolaires change selon les collectivités. Dans certaines collectivités, il y a un temps de 3 heures qui est prévu un après-midi dans la semaine. Dans d'autres collectivités, on va être sur 4 temps de 45 minutes qui sont dispersés. Donc forcément, quand une bibliothèque, quand on est dans une collectivité avec 4 temps par semaine d'activité périscolaire, ça va démultiplier le nombre d'activités auxquelles les bibliothèques vont participer. Ce qu'il en ressort surtout, et donc on s'arrêtera du coup à cette constatation, c'est que 12% des bibliothèques sont très sollicitées, mais ça ne permet pas de tirer de conclusion sur leur investissement réel dans les nappes. Enfin, donc des difficultés spécifiques au temps d'activité périscolaire qui ressortent sur la question de l'équipement des collectivités en établissements culturels, la durée, donc comme je l'évoquais, le fait que dans certaines collectivités, les temps d'activité périscolaire sont payants. Pour ces éléments-là, je vous renvoie au Vademecum qui a été réalisé par l'ABF sur la manière dont les bibliothèques peuvent s'emparer de la réforme des rythmes scolaires. Autre élément qui a été interrogé dans cette première partie de l'enquête, c'est quel type d'activité, sur quel type d'activité porte l'action des bibliothèques. Là, je vais passer plus vite parce qu'on est sur des choses qui sont somme toute assez évidentes. Le fait que 2/3 des bibliothèques proposent des actions autour de la littérature et de la littérature de jeunesse en particulier, 1/3 autour du spectacle vivant, 1/3 autour des arts graphiques, etc. Après, on est sur des chiffres plus faibles que je n'ai pas retranscrits. Beaucoup de bibliothèques participent à des événements nationaux, donc 41% des BM ont participé au Printemps des Poètes. Une prédominance pour les formes d'activité sur les activités de lecture à voix haute, très très forte en particulier pour les 4-6 ans, donc lecture à voix haute de littérature jeunesse en particulier, et autour de ça une très très grande diversité de formes d'action. Quand on s'interroge sur les préconisations donc de la circulaire interministérielle sur l'EAC, donc pour rappel, le fait que l'EAC notamment doit permettre à l'enfant d'avoir une expérimentation du geste de l'artiste et que l'EAC doit permettre à l'enfant de rencontrer des artistes, des auteurs, etc. Sur le premier point, on a remarqué une très très grande différence entre les éléments qui provenaient des bibliothèques municipales de petites villes, donc de villes de moins de 5000 habitants, et les éléments qui ressortaient de bibliothèques municipales de villes de plus de 50 000 habitants.
où dans le premier cas, les enfants sont une fois sur deux uniquement spectateurs dans le cadre d'une action de AC. Bon, ils écoutent une lecture, ils écoutent éventuellement de la musique, ils voient un spectacle, etc. Et beaucoup plus rarement également acteurs, donc dans ce geste d'expérimentation justement. A l'inverse, dans les BM des grandes villes, c'est 3/4 des enfants qui se retrouvent dans cette position d'acteurs tout autant que de spectateurs. Autre différence forte sur la question du contact avec l'œuvre ou avec l'artiste. Puisque, alors là, il s'agissait d'une question un peu maladroite, je pense, du questionnaire d'origine, duquel il ressort que pour un bibliothécaire sur deux, la présence de l'artiste n'est pas nécessaire. Pour un bibliothécaire sur deux seulement, la présence de l'artiste est nécessaire dans les activités de AC, et à l'inverse, pour un bibliothécaire sur deux, la présence de l'artiste n'est pas nécessaire. Alors, le terme de nécessaire est un peu problématique dans la mesure où là-dessous, il se cache une réalité qui, pour beaucoup de bibliothèques, il n'y a pas de réalité économique qui permette forcément de faire venir des artistes à la bibliothèque, que ce soit en résidence, que ce soit à l'occasion d'événements plus ponctuels. Donc, on n'est pas forcément sur une considération des bibliothécaires sur le fait que l'artiste n'est pas forcément indispensable à l'EAC, mais plus sur une réalité pratique ici. Sur les profils d'artistes invités, sans surprise, on est principalement donc sur des auteurs et des illustrateurs jeunesse qui viennent dans des circonstances qui sont assez diverses. Généralement, les bibliothécaires profitent du fait qu'il y ait une résidence d'auteur, une rencontre, pour faire intervenir l'auteur dans des actions d'EAC. Enfin, donc, ce qui ressort, et ça s'est un peu dessiné dans ce que j'ai dit avant, c'est de très fortes différences entre bibliothèques de petites villes et de grandes villes, qui reflètent aussi des différences de moyens. Des différences de moyens économiques pour faire venir des artistes, mais aussi des différences de moyens humains. Le fait d'avoir une personne dédiée ou plusieurs personnes dédiées à la question de l'éducation artistique et culturelle, ou au contraire d'avoir uniquement un demi-ETP par exemple qui va être dédié à cette question-là. Des questions aussi de différence en termes d'accès aux ressources, en termes de liens possibles avec d'autres établissements culturels qui pourraient être sur les mêmes communes ou non, etc. Et j'en viens du coup à la deuxième partie de l'enquête qui s'est davantage interrogée sur la manière dont les bibliothèques structuraient leurs actions d'EAC, mettaient en place des conventions pour préparer des partenariats, etc. Avec donc ce premier point qui est la question de la formalisation des politiques d'éducation artistique et culturelle, et le fait que, alors en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que les bibliothèques étaient rarement au fait de la notion d'éducation artistique et culturelle, celles-ci formalisent aussi rarement leurs actions, puisqu'elles font en fait de l'EAC un peu au fil de l'eau, on va dire. Donc ce que j'évoque ici, voilà, c'est que seuls 15% des BM formalisent la politique d'EAC dans un projet d'établissement ou dans un PCSES ou dans un autre type de formalisation. Les moyens, ils sont très différents selon les établissements, en termes de lieux notamment, donc c'est l'exemple que j'ai donné ici. Et du coup, on s'est aussi beaucoup interrogé sur la question du partenariat, qui est aussi un outil pour mutualiser les moyens, en particulier donc, sur les petites collectivités, quand un des établissements culturels a un lieu, un auditorium, une salle polyvalente, une salle multimédia, qui peut servir à d'autres établissements culturels pour mettre en place des actions d'EAC. Alors, je passe rapidement donc, sur la première partie ici, qu'on a évoqué, donc le fait qu'il y avait des dichotomies très fortes entre petites collectivités et grandes collectivités, entre milieux urbains et ruraux, pour souligner donc, aussi un des éléments qui est ressorti de l'enquête et qui était un élément attendu, qui est le rôle important des bibliothèques départementales, d'une part dans le soutien aux bibliothèques des petites collectivités sur les départements. Ça, c'est très net. J'évoquais tout à l'heure la question des 0-3 ans. C'est très net dans le cadre de première page. C'est très net dans l'accès à des ressources numériques et au développement des ressources numériques sur les territoires, etc. Dans la mise en place de formation aussi. Et donc le fait aussi que les BDP ont un rôle dans l'institutionnalisation de l'éducation artistique et culturelle sur les territoires, via la mise en place de formations, via la mise en place de politiques d'évaluation des actions d'EAC qui sont mises en place, ce que j'évoque ici. Sur la question spécifique des partenariats, donc on a fait aussi un point particulier. Le fait est, donc sans surprise, c'est l'éducation nationale qui est le premier partenaire. La question qui s'est posée, c'est quand on parle d'éducation nationale, on parle de qui? Et il est ressorti qu'on était très très largement sur des partenariats interpersonnels, donc de personne à personne, entre le bibliothécaire et l'enseignant. Ce qui fait qu'on est aussi sur des partenariats qui bien souvent s'effondrent ou s'arrêtent une fois que soit le bibliothécaire, soit l'enseignant mute, change d'établissement, déménage.
Et les partenariats sont pour le coup beaucoup plus rares avec les niveaux au-dessus des établissements, avec les rectorats, avec les inspections académiques, là où pourtant on peut trouver des ressources en matière d'éducation artistique et culturelle. Autre élément, on s'est intéressé au travail en transversal au sein d'une même collectivité entre différents services de la collectivité. Et c'est quelque chose c'est quelque chose qui est très fréquent dans les BM de grande ville. Donc je repars ici, BM de grande ville, plus de 20 000 habitants, plus de 50 000 habitants, BM de petite ville, moins de 5 000 habitants. Donc on est sur quelque chose qui est quasi systématique dans les BM de grande ville. Quand on est dans les petites villes, on est seulement sur un quart des bibliothèques qui vont travailler en transversal avec les autres services. Ici aussi, derrière ça, on a des questions de moyens humains notamment, qui peuvent se poser. Ces partenariats, donc, comme je l'évoquais, ils sont très très peu formalisés. Sur les statistiques des BM, on a un quart des BM seulement qui formalisent tout le temps ces partenariats via une convention d'un type ou un autre. Par contre, on a plus d'une BM sur deux qui ne formalise justement jamais aucun partenariat. On est sur le même genre de problématique avec les partenariats avec les associations culturelles. Donc c'est quelque chose d'assez régulier en fait. On est sur une question de pratique des bibliothèques qui sont rarement dans la formalisation. C'est un peu plus fréquent en BDP, mais pas beaucoup plus. Et donc, alors sur les types de conventionnement, ce que j'évoquais, c'est que les bibliothèques sont rarement partenaires des conventionnements et surtout très rarement pilotes. Sur la question de la place des bibliothèques dans les PEDT, on est sur un chiffre qui a sûrement évolué, qui va être réinterrogé par l'Observatoire de la lecture publique, dans la mesure où les PEDT se sont démultipliés avec l'application de la réforme des rythmes scolaires. Donc je ne sais pas si on serait sur un cas sur deux aujourd'hui. Donc quelques conséquences de cette faible institutionnalisation de l'EAC, et ça c'est ce qui nous a beaucoup interrogé dans la réalisation du guide pratique sur les bonnes pratiques en matière d'éducation artistique et culturelle. Le fait que les initiatives sont très peu pérennes et sont conçues comme peu pérennes. Donc, dans le cadre d'un partenariat sur deux dans les BDP, on est sur des partenariats qui sont conçus comme ponctuels pour une action seulement. Le fait qu'il y a peu de diagnostics qui soient préalables au projet, qu'il y ait une faible inscription de l'EAC dans les plans de formation, qu'il y ait de rares politiques d'évaluation des projets. Donc en réponse à ça, au ministère de la Culture, on incite les bibliothèques à conventionner. Je vais citer un dispositif en particulier qui est la question du contrat territoire lecture, donc, où il y a peut-être plusieurs de vos bibliothèques dans la salle qui sont d'ailleurs inscrites dans le cadre d'un contrat territoire lecture, qui est une contractualisation entre l'État et une collectivité autour des politiques du livre et de la lecture, qui peut porter sur plusieurs volets. La question des publics empêchés, la question éventuellement de la réinformatisation d'un réseau, la question aussi de l'éducation artistique et culturelle et des jeunes publics. Qui est par ailleurs un type de conventionnement qui va systématiquement commencer par une phase de diagnostic du territoire. Donc là j'évoquais le fait qu'il y ait peu de diagnostic du fait de l'absence de conventionnement. Ces conventionnements visent justement à développer davantage de phases de diagnostic, de politiques d'évaluation des projets, etc. Alors donc ce qu'il faut souligner, c'est le dernier point que je mets, c'est que malgré l'absence de formalisation des partenariats, on a un accord global entre les établissements sur la répartition des rôles dans les actions d'EAC. On a un accord global sur... on a en fait des partenariats qui se font bien, qui marchent globalement bien, ce qui montre aussi les bonnes relations qu'on a quand les partenariats se font entre les bibliothécaires et les enseignants. Généralement, chacun est satisfait de la répartition des rôles dans la manière dont elle se fait. Quelques conclusions de l'enquête que je vais balayer rapidement avant d'en venir au troisième point. Donc le fait qu'on a une pratique globale d'action d'EAC, mais une très faible institutionnalisation de celle-ci, une rare formalisation des partenariats. Le fait qu'on a une forte progression des initiatives en direction de la petite enfance. Donc là, je vous renvoie à l'opération Première Page et au site premièrepage.fr pour lequel j'ai mis une capture d'écran. Un délaissement persistant des ados. Donc là, on va avoir une enquête de l'association Lecture Jeunesse qui s'appelle Bibado, qui a été réalisée par la sociologue Cécile Rabot, dont la restitution devrait être prévue au printemps 2017, sous la forme d'une publication gratuite numérique réalisée par l'association Lecture Jeunesse. Quelques autres éléments justement de conclusion, la prise en compte assez variable des trois piliers de l'éducation artistique et culturelle que j'ai évoqué plus tôt, le développement d'une offre de formation qui est souvent une offre de formation croisée, donc de la part des structures régionales du livre, des BDP, de la BNF, de l'ENSIB, et les différences très fortes qui subsistent, qui persistent entre les petites et les grandes collectivités, entre les milieux ruraux et urbains, qui peuvent se matérialiser sous la question des transports, sous la question de l'accès à des lieux, à des espaces, à des moyens.
et où va se poser donc la question du rééquilibrage du territoire. Donc là, j'évoque ici le rôle des BDP, il y a le rôle de la BNF aussi, et il y a notamment, ça on y reviendra donc dans les présentations qui suivront, sur la question de l'accès à des ressources numériques. Donc là, je laisserai la BNF prendre la parole dessus après sur le sujet. Alors, quelques éléments complémentaires sur la question du patrimoine, donc en lien avec la thématique de la journée. Tout d'abord, pour évoquer le fait qu'on a un état des lieux qui est très très parcellaire en matière d'initiative autour du patrimoine écrit dans le cadre de l'EAC. L'enquête qu'on a réalisée n'a pas interrogé la question des actions en matière de patrimoine, ce qui fait qu'on a peu de données par cet élément-là. Donc les données que je vais présenter, elles proviennent soit de retours d'expérimentation qu'on a eu, soit d'enquêtes plus sporadiques qui ont été effectuées au sein du service du livret de la lecture en lien avec les DRAC pour essayer de relever ce qui se faisait dans les territoires, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, etc. Donc, on a aussi plusieurs structures régionales du DIF qui ont effectué des opérations de recensement régionaux. J'évoque ici donc, le cas d'Interbibli en Champagne-Ardenne. Et enfin, donc, la réalisation de plusieurs enquêtes ponctuelles sur certains aspects du patrimoine. Donc là, je cite un exemple en particulier qui est la Fédération des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires qui a réalisé une enquête en 2016 sur les politiques de médiation du patrimoine écrit à destination des jeunes publics. Qui est une enquête qui est consultable en ligne depuis, il me semble, le printemps dernier également. Alors, qu'est-ce qu'il en est sur les initiatives qu'on a? On a des initiatives donc, qui sont relativement fréquentes dans le cadre des établissements donc, qui ont des fonds patrimoniaux. Je cite quelques exemples, les cas de Besançon, de Dole, de Saint-Omer, avec ça et là quelques bonnes pratiques en matière d'éducation artistique et culturelle, mais qui sont souvent très coûteuses à mettre en place. La mise en place de classes patrimoine écrit à Blois, à Roanne, à Toulouse. La mise en place de professeurs relais et de services éducatifs, donc les professeurs relais qui sont pourtant très très peu présents dans les bibliothèques, donc à Châlons-en-Champagne, à Évreux, Montpellier, Perpignan, etc. Un enjeu qui est très très fort et qui ressortait de ces problématiques donc, des établissements qu'on a pu rencontrer, qu'on a pu interroger sur le sujet, c'est la question de la formation des personnels à la médiation du patrimoine. Là, il y a un exemple que je donne qui est assez intéressant, qui est l'exemple de Pleine Commune, puisque les fonds patrimoniaux sur l'agglomération de Pleine Commune, donc en Seine-Saint-Denis, se trouvent à la ville de Saint-Denis uniquement, mais on a une formation qui est donnée à l'ensemble du réseau sur le patrimoine écrit pour permettre aux actions d'EAC sur le patrimoine de sortir du cadre de Saint-Denis, pour permettre éventuellement aux collections de se déplacer, ou pour permettre de faire un écho aux actions de Saint-Denis dans les autres villes de la collectivité. Je reviendrai un peu plus loin sur les projets qui ont été déployés à Saint-Denis. Ces initiatives, donc, par contre, elles restent souvent ponctuelles, elles restent souvent inscrites dans des cadres précis, parfois assez restreints, donc souvent en lien avec des expositions. Alors là, je donne un exemple qui est la question du mois du patrimoine écrit en Bourgogne, qui a lieu tous les mois d'octobre, donc c'est l'illustration qui figure ici. Après, ce qui ressort aussi souvent, c'est que quand on a une exposition qui est mise en place autour du patrimoine écrit, on a des actions d'EAC qui sont construites autour de patrimoine écrit, mais du coup, à l'inverse, quand il n'y a pas d'exposition en cours, on n'a pas forcément d'actions d'EAC qui sont mises en place, pas forcément de valorisation du patrimoine écrit, et donc on reste sur quelque chose de ponctuel, qui rentre uniquement dans un cadre précis. À côté de ça, donc des initiatives qui sont souvent éparses, qui sont donc, comme je le disais, rarement conçues comme pérennes, et une faible mutualisation des supports pédagogiques. Je vais donner quelques exemples d'initiatives qui nous ont paru intéressantes en matière d'EAC et de patrimoine écrit pour conclure. Tout d'abord avec des initiatives mises en place par les structures régionales du livre. La première, c'est ce qu'a mis en place en Franche-Comté la structure régionale du livre Accolade, donc qui organise tous les ans le voyage en automne, et qui en 2009-2012 a fait tourner ça autour du siècle de Gutenberg avec une thématique très très tournée autour du patrimoine. Donc là, on a tout type d'actions qui sont mises en place à destination des jeunes publics, des enfants et des adolescents, puisqu'on a aussi beaucoup de choses qui sont construites à destination des collèges et des lycées. On a vu alors à l'occasion d'une journée semblable qui a été organisée à Besançon, notamment des présentations qui venaient de lycées professionnels qui avaient travaillé, rencontré des musées, consulté donc des collections de livres anciens à cette occasion, et donc des formes très très différentes d'éducation artistique et culturelle ici. Autre projet intéressant et qui va faire ici un peu écho à un projet qui a été déployé en Haute-Normandie, c'est le travail en Bourgogne sur le plan de conservation partagée de la littérature de jeunesse.
Alors, je l'évoque ici puisque donc à l'Aérole Haute-Normandie a été mis en place le projet OICO que je n'ai pas prévu de présenter ici, mais sur lequel il y a de la documentation à l'entrée. Donc, était un projet d'application numérique développé autour des collections du plan de conservation partagée de la littérature de jeunesse. Dans le cadre de la Bourgogne, ce qui a été mis en place, c'est une exposition itinérante qui connaît actuellement sa 2e saison, qui s'appelait Des histoires plein les tiroirs, en lien avec les bibliothèques partenaires de la région. Donc, il y a une exposition qui a circulé dans les différents territoires autour de 2 saisons et en partenariat avec un artiste plasticien qui designait l'exposition et travaillait avec les bibliothécaires sur le mode de présentation des ouvrages. On a eu 2 saisons, 2011-2013 et donc actuellement 2015-2017. Et pour la 2e saison, justement, il y a eu tout un travail de confection de supports pédagogiques à destination des enseignants qui a accompagné la mise en place de l'exposition itinérante, qui est probablement une perspective qui va se renforcer après 2017, quand il y aura une réflexion sur une 3e saison de cette exposition itinérante. Je mentionne rapidement donc d'autres initiatives régionales qui sont mises en place en collaboration avec des structures régionales du livre, Patrimoine et Sciences en Normandie, Chroniques retrouvées du Midi en Occitanie, Archimérique en Aquitaine, etc. D'autres exemples cette fois-ci du côté des bibliothèques municipales. Le premier, c'est un exemple qui a eu pas mal de visibilité récemment, qui est les classes du patrimoine qui ont été mises en place à Bastia, donc en collaboration avec le lycée Jean Nicoli et la bibliothèque patrimoniale, qui est un projet qui a reçu le prix de l'audace artistique en 2016 pour justement la qualité de ce qui a été mis en place. C'est des élèves de CAP et de bac professionnel en l'occurrence qui ont pu travailler à l'occasion d'ateliers sur la restauration d'ouvrages anciens de la bibliothèque patrimoniale. Donc, autour de ce travail de restauration, qui a aussi été un travail de découverte du patrimoine écrit qui était conservé à Bastia, il y a eu organisation de visites aux archives, au musée de Bastia, au centre de la photographie, ce qui fait que la question du patrimoine écrit a été replacée dans un ensemble plus vaste qui est celle du patrimoine, de l'histoire de Bastia de manière générale, etc. Le tout s'est achevé donc par une restitution ouverte au grand public et la réalisation d'une exposition des ouvrages qui ont été restaurés au musée de Bastia. C'était en 2015-2016. 2 autres exemples. Un exemple à Limoges, à destination cette fois-ci des plus jeunes publics, c'est la mise en place d'ateliers de découverte du patrimoine à l'occasion du travail sur les temps périscolaires, ce qui fait que ça a permis de toucher des jeunes publics. Et donc encore un exemple qui est celui de Saint-Denis pour un projet qui s'est achevé il y a quelques années, qui s'appelait Des livres anciens pour comprendre aujourd'hui. Donc j'ai repris le texte de présentation de la maquette du projet. Il s'agissait ici d'un projet de type classe patrimoine où les élèves qui ont pu visiter la bibliothèque pour voir les livres anciens en ont profité pour rencontrer des archéologues, en ont profité pour visiter le musée de la ville de Saint-Denis. Ici encore, avec un croisement des établissements culturels, avec un partenariat entre différents établissements culturels que permet largement justement le fait qu'on travaille sur le patrimoine, puisqu'on peut facilement faire écho aux collections des musées, aux collections archéologiques de la ville éventuellement, aux collections d'autres établissements culturels. Et donc une réflexion qui va aussi sonner ici encore en lien avec le projet OICO qui a été développé par l'ARL Haute-Normandie, sur le lien entre le monde contemporain et le patrimoine, le numérique et le patrimoine également, etc. Et ben voilà, du coup je m'arrête sur mes coordonnées, je vous remercie de votre attention et je pense qu'on a un peu de temps pour des questions a priori. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr. C'est la première question qui est difficile. Jeanne-Marie, tu n'as pas une première question ? Allez, oui. Vous avez cité tout à l'heure, je crois presque à la fin de votre propos, les archives et les musées. Est-ce qu'il y a un partenariat, une synergie entre ces établissements culturels qui ont la même préoccupation du patrimoine écrit ? Alors tout d'abord sur la question des archives, une petite parenthèse, donc c'est le fait que les Archives nationales ont récemment réalisé une enquête qui a été diffusée, sur les questions d'éducation artistique et culturelle dans les archives et a été organisée autour de cette restitution et de l'enquête sur l'éducation artistique et culturelle en bibliothèque territoriale, une double journée d'études en mai 2016
en collaboration avec la BPI et les Archives nationales, sur l'éducation artistique et culturelle en bibliothèque et en archives, en essayant justement de croiser les réflexions sur le sujet et de voir ce qui pouvait émerger comme problématique, comme réflexion à ce titre. Que je mentionne parce que toutes les restitutions sont disponibles en ligne sur le site de la BPI, puisqu'il y a une captation de l'entièreté des 2 journées d'études. Ce qui est ressorti malgré tout, c'est le nombre justement relativement faible de collaborations entre bibliothèques et autres établissements culturels et entre bibliothèques et archives, malgré donc le fait qu'on est sur une culture en partie commune du patrimoine écrit. On a quelques collaborations qui se mettaient en place à l'échelle départementale, à l'échelle BDP archives départementales, du fait qu'il s'agissait de services au sein du même département, du fait qu'il y avait des échanges qui se construisaient à cette échelle-là, beaucoup plus rares en bibliothèque municipale. Donc on reste sur des choses qui sont assez ponctuelles, malgré le fait que donc on ait cette culture commune qui pourrait a priori permettre de stimuler des choses. L'objectif de cette double journée d'études, c'était aussi amener par contre ces différents acteurs, bibliothèques et archives, à se croiser. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour qu'on ait des retours concrets sur la mise en place d'actions du fait de ces échanges, sur l'éventuel intérêt pour cette étude. Mais on peut espérer que ce sera le cas dans les mois qui viennent. Devant ce silence éloquent. Attends. Quelles actions, patrimoine écrit, enseignement supérieur? Alors j'en ai peu parlé parce que du coup c'était complètement hors périmètre de l'enquête, qu'il n'y a pas eu il y a pas eu de travail sur les bibliothèques universitaires. Donc là-dessus encore on a eu quelques retours ponctuels, mais parce qu'on s'était retrouvé sur des retours de bibliothèques municipales qui travaillaient en collaboration avec les universités sur certains projets précis. Mais comme il n'y a pas eu d'interrogation sur les bibliothèques universitaires, il y a peu de retours. Par contre, donc, sur la question des bibliothèques universitaires, il y a un mémoire d'ENSIP qui a été réalisé il y a 2 ans sur l'action culturelle en bibliothèque universitaire par Adèle Martin, qui contient pas mal d'éléments, qui est assez peu orienté patrimoine, qui est vraiment plus un aperçu global de comment est-ce que les bibliothèques universitaires mettent en place de l'action culturelle et des politiques d'éducation artistique et culturelle à destination des enseignants. Ce qui ressortait principalement de cette enquête, c'est que les BU, il y avait peu de BU avec des programmes d'action formalisés. On était souvent sur des actions qui restaient assez ponctuelles, ici encore assez déconnectées du reste. La politique culturelle à l'université, c'était vraiment les services culturels. Et pour le coup, on avait une coupure complète entre services culturels et bibliothèques universitaires et une absence d'identification des ressources mutuelles de chacun. Donc là encore, il y a des choses à construire. On a des BU qui mettent en place des programmes d'action qui sont très impressionnants en matière justement d'éducation artistique et culturelle, mais soit parce qu'on est ou d'action culturelle de manière générale, mais soit parce qu'on est sur des BU qui sont dans des cadres particuliers comme la BULAC, qui est sur un champ de compétences particulier et qui est un établissement qui n'est pas directement relié à une université, soit parce qu'on est justement sur des BU où là, cette fois-ci, la collaboration a fonctionné. Alors je pense davantage autour de tout ce qui est culture scientifique et technique, le travail de Lyon 1, qui est un festival sciences et manga qui a lieu tous les ans à l'automne, si je ne me trompe pas, qui est pour le coup une des actions d'importance en matière de AC qu'on peut citer en BU. Après, donc sur les partenariats, sur le travail sur le fonds patrimonial des BU, je n'ai pas d'exemple particulier qui ressortent, et surtout sur les partenariats BM-BU ou BM-Université de manière plus large, on reste sur des choses qui sont là aussi assez ponctuelles. Bien, merci Colin Citre pour cet exposé tout à fait complet. Nous allons laisser la parole à la Bibliothèque nationale de France.